merci d'être venu aussi nombreux. Je ne vais pas avoir autant de monde et je remercie Fabrice qui est vraiment à l'initiative de tout cela. Alors avant de vous expliquer plus fort, alors vous expliquer la vie et l'œuvre de Henri David Thoreau. En effet, on peut prononcer Thoreau. Moi j'ai vu à la Ferté-Bernard, je regrette toujours de ne pas avoir eu d'appareil photo ce jour-là, mais il y avait une entreprise d'appareils d'outils agricoles, et il est sur le rond-point, il y avait marqué Thoreau porte ouverte. Donc je regrette toujours de ne pas avoir pu prendre cette photo, mais dire que ce nom reste encore répandu en France, même si les taureaux, les ancêtres français de David Thoreau sont situés en Vendée. Et on en a parlé tout à l'heure avec que j'ai rencontré aujourd'hui, mais avec qui j'ai échangé depuis un certain temps. Comment j'en suis venu pour ma part à Henri David Thoreau à travers un film générationnel, puisque je ne l'ai jamais revu depuis, mais je ne suis pas certain qu'il ait bien vieilli. C'était Le Cercle des poètes disparus. Et dedans, le professeur Keating, incarné par Robin Williams, il y a deux phrases qui reviennent de façon récurrente. Il dit toujours « Oh Captain, my Captain », donc c'est l'apostrophe d'un poème de Walt Whitman consacré à Lincoln. Et la deuxième phrase, qui est la phrase en fait, qui sert de sésame pour rentrer dans le cercle des poètes disparus, c'est « Il faut sucer la moelle de la vie ». Et c'est une phrase d'Henri David Thoreau. Pour moi, ça a été la preuve, j'avais 19 ou 20 ans, c'est comme ça que j'ai découvert ces deux auteurs du même coup. Dès que je suis sorti du cinéma, je suis allé m'acheter Les Feuilles d'air de Verlaine, et c'était mon entrée avec Henri David Thoreau, dont je ne pensais pas à l'époque qu'elle m'amènerait à tel compagnonnage, puisque maintenant ça fait presque 30 ans, et que j'ai entrepris l'initiative d'un éditeur de Bordeaux, la traduction intégrale du journal de Thoreau, qui comporte 6600 pages, donc j'en ai encore pour à peu près 15 ans. Ça ne va nulle part. Donc il faut quand même qu'on s'entende très bien tous les deux. Donc, qui est Henri David Thoreau? Pour faire très simple, c'est un écrivain américain, né en 1817 et mort en 1862, à 45 ans, qui a très peu voyagé. Donc, pas du tout dans le mythe américain, qui n'a pas très peu voyagé, puisqu'il est sorti une seule fois des États-Unis pour aller au Canada, au Québec exactement, qui a même très peu quitté sa région, et qui n'a publié que 2 livres de son vivant. Donc, vous voyez, c'est quand même comment un tel personnage a pris cette ampleur, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, parce que vous pouvez voir à travers, il n'y a pas vraiment de tout ça, donc je peux en parler plus librement, mais vous pouvez voir qu'il y a énormément de livres ici. C'est un auteur dont se réclamaient Gandhi et Martin Luther King. C'est un auteur qui est aujourd'hui dont se réclament beaucoup les mouvements anarchistes, écologistes, parce qu'il est considéré comme un père pour les deux. Donc c'est vraiment un personnage très très intéressant, très original, et moi que j'aime beaucoup parce qu'il y a un accord parfait entre sa vie et sa pensée, ce qui n'est pas et son œuvre, ce qui n'est pas donné, ce qui n'est pas souvent le cas. Et c'est aussi c'est pas un auteur d'intérieur, c'est-à-dire que lui, il avait un besoin absolu de marcher au minimum 4 heures par jour, et passer son temps à ça. Il a pu vivre assez librement parce qu'il avait réduit ses besoins, donc il avait très besoin de travailler 50 jours par an, j'avais calculé. Il y avait, je pense qu'il y avait un politique qui fait rêver, puisque lui, il estimait qu'il fallait inverser les semaines. Il fallait travailler un seul jour par semaine et consacrer les 6 autres jours à ce qu'on appelle l'otium, à l'épanouissement personnel, ce que les anciens, c'est une chose sur laquelle je veux attirer votre attention, ce que les anciens appelaient l'otium, qui a donné oisiveté, mais le contraire de l'otium, parce que chez les anciens, l'otium c'était le temps passé à discuter, à se promener, à se cultiver, à rencontrer, etc., à échanger. Et l'otium, c'était l'oisiveté, mais au sens noble du terme, c'était un exercice une discipline personnelle. Et le contraire de l'otium, c'est nec otium qui a donné négoce. Vous voyez, quand on connaît l'origine des mots, comme pour travail avec le trépanium, on se rend compte que les mots ont un sens et que c'est important de les resituer. Alors, Thoreau, il est connu pour 2 choses principalement. Il est connu pour 2 choses que je vais essayer de corriger si vous le connaissez justement. On voit en lui une figure d'ermite, parce qu'il a passé 2 ans dans une cabane au bord d'un étang. Et on voit aussi en lui le père de la désobéissance civile. Alors tout ça c'est un peu plus compliqué, et c'est pas des choses que lui-même a mis en exergue, c'est la réputation posthume de Thoreau qui s'est construite là-dessus. Alors il est né dans un petit village qui s'appelle Concorde,
en Nouvelle-Angleterre, donc sur la côte est des États-Unis. Et quand il est né en 1817, il faut avoir à l'esprit que les États-Unis sont une jeune nation, qui est indépendante depuis 40 ans seulement. Donc c'est vraiment un tout jeune pays. Et l'endroit où il est né, les États-Unis à l'époque, c'est uniquement pratiquement que la côte est. Hein. Tous les écrivains américains du 19e siècle qui vont émerger, donc Melville, Emerson, Hudson, Edgar Poe, Dickinson, etc., Whitman sont dans un périmètre de 100-200 km. Ils sont tous localisés sur la côte est. Et c'est l'origine des États-Unis, l'origine européenne des États-Unis, puisque les premiers colons sont arrivés d'Europe en 1620 à bord du Mayflower, c'est ce qu'on appelle les Pères pèlerins, les Pilgrim Fathers. Ils sont arrivés en 1620 à Cape Cod, c'est-à-dire le cap de la Morue, qui est un des endroits préférés de Thoreau. Et c'est de là, de cette région-là aussi, que va partir le Pequod, le navire commandé par le capitaine Achab à la recherche de Moby Dick. Enfin, c'est cette région-là qu'on peut situer. Et c'est ce village, on dirait Concord, c'est un des plus vieux villages des États-Unis, puisque c'est un village qui a été fondé en 1635. Des colons l'ont acheté à un prix assez avantageux à des Indiens, une tribu d'Indiens qui vivaient là. Ils ont acheté leur terre. Les Indiens, c'était une tribu qu'on appelait les Penobscot, et leur village s'appelait Musketaquid, qui veut dire fleuve herbeux. Et comme l'achat s'est fait ça ne se passait pas toujours très bien, là ça s'est fait en bonne concorde, d'où le nom de Concorde. Et Concorde, c'est aussi un village qui est très important dans l'histoire des États-Unis parce que c'est un des premiers endroits d'où est partie la guerre d'indépendance. Et il y a donc cette tradition très forte qui construit l'identité des États-Unis. Et c'est aussi pour vous situer plus concrètement, géographiquement, c'est juste à côté, enfin c'est pas très loin de Boston en fait. Alors, ça c'est pour si vous situez géographiquement l'endroit d'où vient Thoreau. Lui, sa famille, comme je vous l'ai dit, il est d'origine française. Sa famille maternelle est installée depuis un peu plus longtemps, mais les Thoreau, donc la famille paternelle, est installée uniquement depuis 3 générations, puisque c'est son grand-père qui était né sur l'île de Jersey, où sa famille française avait fui les persécutions contre les protestants. C'est donc ce jeune Jean Thoreau qui traverse sur un navire corsaire, qui traverse l'océan pour se rendre aux États-Unis et qui va arriver à Boston peu de temps avant la Tea Party. Donc je peux vous rappeler ce que c'est que la Tea Party, c'est en 1773, donc 3 ans avant l'indépendance, et on considère que c'est vraiment les prémices de l'indépendance américaine, parce qu'à l'époque il y avait 13 colonies qui étaient sous la coupe de l'Angleterre, et que l'Angleterre imposer des taxes iniques sur le commerce du thé dont vivaient ces colonies. Et donc, je crois que c'était une cinquantaine de notables de Boston ont déguisé en indiens Mohawks, c'était des indiens assez sanguinaires, ont balancé à la flotte des cargaisons de thé anglais. Et on entend parler tous les 4 ans du Tea Party parce que c'est un parti assez identitaire aux États-Unis, mais l'origine c'est ça. Et parmi les personnes qui assistent à ce Tea Party, il y a le grand-père de Thoreau. Thoreau, lui, donc, il est né le 22 juillet 1817 à Concorde, dans la maison de sa grand-mère maternelle. Et Concorde, c'est un petit village rural qui compte 2000-3000 habitants à peu près à l'époque. Et c'est le 3e des 4 enfants de cette famille. Il a un frère et une sœur aînée, il aura une sœur qui naîtra après lui. C'est une famille très soudée. Très aimante, très excentrique aussi, parce que le père est un homme un peu discret, mais la mère a un tempérament très fort. Thoreau restera lié à cette mère toute sa vie, enfin ses parents, il a très lié à ses parents, ses frères et sœurs. Il a baigné dans une atmosphère vraiment très aimante, et sa petite enfance a été ballottée au gré des déménagements de leurs parents, puisque le papa a essayé plusieurs fois d'ouvrir des boutiques qui n'ont pas très bien marché. Et ils finissent par revenir à Concorde, son point de départ, et qui va être tout l'épicentre de la vie et de l'œuvre de Thoreau. Alors, particularité, j'y reviendrai tout à l'heure, mais particularité, il s'appelle David Henry. Il intervertira ses prénoms 20 ans après. J'essaierai de vous expliquer pourquoi, même si je n'ai pas l'explication, et si lui non plus ne l'a pas.
pour imaginer son enfance, c'est une enfance à la Tom Sawyer, pour faire simple, c'est-à-dire c'est un petit garçon qui va à l'école pieds nus, après avoir amené la vache au champ, qui ne va pas toujours à l'école, qui malgré tout suit une scolarité aussi normale qu'on pouvait la suivre dans ces conditions. Et ce qui est, alors là, je n'ai jamais trouvé d'explication, mais ce qui est très curieux, c'est que sa famille décide que c'est lui qui va aller à la faculté, à l'université de Harvard, et non pas le fils aîné. Et il n'y a aucune mésentente ou bisbille ou jalousie, parce que les deux frères Soros sont très très liés. David a une admiration, une tendresse sans faille pour son frère aîné qui s'appelle John, lui aussi. Donc il va aller à Harvard, mais Harvard, c'est pas Harvard comme aujourd'hui. Hein. Harvard, c'est pas une des grandes facs des États-Unis. À l'époque, c'est une petite université qui est très ancienne. Hein. Je pense que la deuxième plus ancienne des États-Unis, qui est très ancienne, mais c'est des vieux bâtiments, les conditions de vie sont assez austères, la discipline est très stricte. Soros était une famille très pauvre, donc enfin des moyens très modestes, on va dire. Son père lui fait tailler un costume qui est trop grand quand il rentre à Harvard, qui se deviendra trop petit quand il en sortira. Et comme il a une bourse, on lui paye ses études, il a une bourse, et donc il est obligé d'aller régulièrement quémander cette bourse. Donc comme c'est quelqu'un qui a un tempérament assez orgueilleux et indépendant, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup le marquer. Et ces études à Harvard, comment dire, c'était un élève assez intelligent, même remarquablement intelligent, très brillant, mais absolument hors des sentiers battus. Et incapable de se soumettre à la discipline, enfin à la discipline intellectuelle. C'est quelqu'un qui n'a pas laissé un grand souvenir parmi ses condisciples, qui parle d'un camarade qui se tenait à l'écart de toutes les activités scolaires hors cours, quoi, et qui préférait passer son temps dans la bibliothèque. Et il va découvrir en 1836, donc il a 19 ans, il va découvrir, alors c'est le seul texte qui va manquer ici, qui est vraiment parce qu'il est magnifique, mais que je vous invite à lire, il va découvrir un texte d'un philosophe qui s'appelle Ralph Waldo Emerson, qui va devenir son ami et son maître. Et ce texte s'appelle Nature. Alors je vous invite à le lire, ça fait 60-70 pages, c'est chez Alia, donc c'est un petit volume, c'est pas moi qui ai traduit, donc je peux faire la publicité. Et c'est vraiment un texte magnifique qui pose les bases d'un mouvement intellectuel qui naît aux États-Unis à cette époque, qui s'appelle le transcendantalisme. Je ne dis pas des antisèches, parce que je ne peux pas tout vous dire de tête. Voilà. En fait, qu'est-ce que le transcendantalisme? Parce que c'est ce qui va forger l'identité intellectuelle de Soros. Ce sont 4 anciens, en fait en 1836, on fête le bicentenaire de Harvard. Donc, quand je dis que c'est une des plus anciennes, c'est vraiment, c'est une université qui est née un an après Concord. Et donc il y a 4 anciens élèves qui sont invités, dont Emerson. Et ils trouvent que l'atmosphère générale de ces festivités est très constipée, on va dire. Donc, que c'est très académique, que c'est très théorique, c'est très expliqué. En fait, c'est le pur esprit puritain de Nouvel Ordre moderne. Et donc, ces 4 hommes, dont un a beaucoup voyagé en Europe et a beaucoup lu Kant, décident d'inventer une nouvelle façon de penser l'Amérique, une nouvelle façon de penser l'identité américaine. Et donc, ces quatre hommes, il faut savoir que ce sont aussi 4 pasteurs unitariens, c'est un mouvement particulier du protestantisme américain, et qui sont aussi en but, ce sont 4 pasteurs qui sont aussi en but avec leur religion. Et Emerson, lui, c'est un pasteur plus ou moins défroqué, puisqu'il a perdu sa première femme de la tuberculose très jeune, et celui qui était destiné à cette carrière de pasteur va rompre avec l'Église. Et donc il va publier un petit texte, parce que, enfin, pour faire simple, l'unitarisme c'est moins austère que le calvinisme européen imposé par les premiers colons. Et donc ils vont poser les bases d'un mouvement beaucoup plus libérateur, une façon moins soumise à la religion, moins soumise aux dogmes politiques et religieux, de repenser l'Amérique
Et l'originalité du club qu'il crée, qui s'appelle le Transcendental Club, c'est que contrairement au club anglais, par exemple, les autres clubs américains qui pouvaient exister à l'époque, c'est un club ouvert aux femmes. Et ouvert aussi à d'anciens esclaves, ouvert pas seulement à des pasteurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très original, nourri par la philosophie allemande, en particulier par Kant, et aussi nourri, parce qu'on commençait à découvrir ça, par les textes sacrés orientés. Confucius, les textes hindous, etc. Alors, ce que dit, je suis en train de chercher dans mes notes, voilà. C'est-à-dire que ce que fait Emerson, c'est qu'il va devenir le théoricien du transcendantalisme à travers ce texte qui s'appelle tout simplement la nature, ce qu'il va faire, c'est qu'il va non plus parler d'un dieu, mais de ce que lui appelle une surâme, c'est-à-dire une espèce d'âme du monde. Donc on s'approche, et c'est ce rapprochement que Thoreau fera lui, on s'approche avec ce que les Indiens d'Amérique appellent le grand esprit, l'esprit du monde. Donc on n'est plus dans une vision monothéiste traditionnelle chrétienne, mais dans quelque chose qui se rapproche presque d'un panthéisme. Et Emerson dit ceci, qui peut vous paraître pas mal aujourd'hui, qui est une révolution intellectuelle à l'époque. Cet esprit, c'est-à-dire l'être suprême, n'édifie pas la nature autour de nous, mais il donne naissance à travers nous, comme la vie de l'arbre fait jaillir de nouvelles pousses pour les spores des branches et des feuilles anciennes. Pourquoi ne pourrions-nous pas, nous aussi, entretenir une relation originale avec l'univers? Pourquoi n'aurions-nous pas une poésie et une philosophie puisées en nous-mêmes et non dans la tradition? Une religion reposant sur une révélation qui nous soit propre et non sur l'histoire de la révélation héritée des Européens. Parce que ce qu'il y a derrière tout cela aussi, c'est une émancipation réelle de l'Amérique par rapport à l'ancien colon qui était l'Europe et en particulier l'Angleterre. Il y a cette nécessité-là. Melville, dans le même temps, va écrire un texte, enfin quelques années après, va écrire un texte très important sur Nathaniel Hawthorne, qui est un écrivain américain, qui est l'auteur de La Lettre écarlate, qui est une réaction à un texte européen dans lequel un écrivain disait « Mais qui a envie de lire un livre américain? Qui a envie de voir un livre américain? Personne ne s'intéresse à ça, ça n'existe pas. » Et il faut vraiment garder à l'esprit que les États-Unis sont encore un pays qui est en train de se construire, qui est en train de construire son histoire, sa mythologie, ses traditions, sa culture, et surtout sa culture, qui est balbutiante. Il n'y a pas de grands écrivains américains, à l'exception de James Fenimore Cooper, l'auteur du Dernier des Mohicans, et Washington Irving, qui est l'auteur de Rip Van Winkle ou Sleepy Hollow. C'est les deux seuls grands écrivains américains de l'époque, qui sont encore plutôt dans une écriture des grands espaces et des aventures. Les écrivains américains qui vont constituer l'identité, la véritable naissance de la littérature américaine, c'est justement Thoreau, c'est Emerson, c'est Whitman, c'est Melville, c'est Hawthorne, etc. Edgar Poe, ils vont intervenir à peu près à cette période-là. Mais il y a donc un besoin d'émancipation. Et pour Thoreau, c'est toujours un esprit qui est en recherche permanente d'affranchissement de toutes les contraintes et de tous les dogmes. Eh bien, la lecture de ce texte-là va être capitale. Et ce qu'il ignore à l'époque, c'est que Emerson, c'est son voisin. Donc, en 1837, c'est la fin de Thoreau à 20 ans, et ça marque la fin de ses études. Et il y a une tradition aux États-Unis, c'est que à la fin des études à l'université, il y a une cérémonie de remise des diplômes qu'on appelle la cérémonie de commencement. Et la tradition voulait à Harvard, à cette époque, que les étudiants les plus brillants prononcent un discours pendant la cérémonie. Donc il faut imaginer une cérémonie en plein air, où il y a les études et les notables de Boston et des environs, et puis les familles des étudiants. Et Thoreau, lui, va prononcer un discours qui porte déjà sa marque de fabrique, c'est-à-dire un discours iconoclaste. À l'époque, en 1837, les États-Unis connaissent leur première grosse crise financière, l'équivalent de 1929 et l'équivalent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc la première grande crise financière qui va être un vrai traumatisme. Et lui, il prononce un discours contre l'esprit commercial des temps modernes. Donc dans ce discours, il dit, c'est là qu'il dit, devant ce parterre un peu médusé, il dit, mais il ne faut pas travailler. Bon, vous n'avez rien compris, justement cette crise est une chance, et maintenant il faut modifier notre façon de penser, notre façon de vivre, réduisons nos besoins, ne travaillons qu'un jour par semaine et consacrons le reste du temps à notre enrichissement
intérieure. Donc évidemment, c'est un discours qui ne passe pas du tout, mais lui, qui est un provocateur aussi né, qui aime bien être contestataire, c'est quelque chose que c'est pour lui un exercice libérateur, et c'est aussi une volonté de s'affranchir d'une université dont finalement il ne reconnaît pas l'héritage. Et en 1837, donc, après avoir prononcé ce discours, il y a plusieurs césures qui vont intervenir dans la vie de Soro, et qui sont justement une déclaration d'indépendance, sa déclaration d'indépendance. La première d'entre elles, c'est comme je vous ai dit, il s'appelle David Henry à naissance, il intervertit ses prénoms. Pourquoi? On ne sait pas, c'est juste pour dire, comme pour marquer une renaissance, mais c'était très courant à l'époque. Melville, son patronyme, c'est écrit sans E au départ. Et puis après, sa mère va rajouter un E, et lui va garder le E. Nathaniel Hawthorne, c'est écrit H-O-R-N-E au départ, et lui va rajouter un W. Pourquoi? L'état civil n'était pas très strict à l'époque, donc on pouvait se permettre ce genre de fantaisie. Mais pas que. En fait, ça correspond justement à cet esprit transcendantal de renaissance permanente, d'affranchissement du passé, de création de sa propre identité. On est toujours dans cet esprit-là. Ensuite, la deuxième rupture, c'est qu'il est censé payer l'équivalent du denier du culte. Or, comme il ne va jamais à la messe, jamais aux cérémonies protestantes, il ne va jamais au temple, il ne voit pas l'intérêt de payer un pasteur, donc il ne va pas écouter les sermons, et qui lui, en plus, ne le paye pas en tant qu'instituteur. Donc ça fait du grabuge, c'est un petit peu compliqué, mais finalement il a fini par obtenir gain de cause, d'autant plus compliqué que sa famille, elle, allait au temple. Et puis la troisième rupture, c'est qu'il est embauché comme instituteur dans l'école du village, et qu'il a une méthode pédagogique très originale, à commencer par le fait qu'il n'applique aucun châtiment corporel, qui était la méthode de l'époque. Et puis, il est dans un dialogue permanent avec ses élèves, il les fait sortir, il les fait aller dans la forêt environnante, il leur apporte des fruits à manger, des choses comme ça. Donc, quand on constate qu'il ne pratique pas la méthode avec des châtiments corporels, les élus locaux s'en inquiètent un petit peu, parce qu'il y a des écoles, et on ne voudrait pas que ça fasse tache d'encre. Et donc, on va lui demander de revenir à des méthodes un peu plus orthodoxes. Et là, Soro, qui était capable de ce genre d'excès, prend 6 enfants au hasard dans l'assemblée, dans l'école, dans sa classe. Il leur donne une correction avec la baguette et il démissionne, pour montrer l'absurdité de la chose. Voilà, à 20 ans, il faut quand même se dire qu'il n'a que 20 ans. À 20 ans, on a déjà toutes les bases de bonhomme qui sont posées, et on sait qu'on va avoir affaire à un personnage qui va sortir le droit pour le reste de sa vie. De quoi il va vivre, justement, parce que sa famille est quand même pas excessivement riche. La famille, pour vivre, a d'une part ouvert une pension de famille dans leur maison. D'ailleurs, une des gamines qu'il a châtiées en classe vit chez lui. Ensuite, l'un des oncles excentriques de Soro avait découvert une mine de graphite. Et il a embarqué donc le père de Soro dans la fabrication du crayon à papier, qui vont devenir très réputés et très recherchés par les professeurs de dessin et les dessinateurs. Et donc Soro va prendre une part de plus en plus active dans cette entreprise, mais au départ, c'est pas ce qui l'intéresse. Et avec son frère aîné, ils vont ouvrir une école. Une école où justement ils vont appliquer leur école personnelle, où ils vont appliquer leur méthode. Alors il y a 2 niveaux, chacun se partage une partie de la classe, et il y a au moins un jour par semaine où ils vont dans les champs, dans la forêt, etc. Ils vont en barque, ils vont dans les bois. Soro a un don, il s'est toujours trouvé partout des pointes de flèches, c'est sa spécialité, partout il va, il trouve des pointes de flèches indiennes. Et puis ils appliquent une méthode pédagogique très moderne, même aujourd'hui, qui est loin de la méthode traditionnelle. Et leur école, au départ, ne sont que 5-6 élèves, mais finalement, c'est une école qui va prendre beaucoup d'ampleur. Ils vont avoir beaucoup d'élèves et qui seront contraints de fermer à cause de la santé déclinante de jeunes années qui atteint du mal de la famille et puis du mal de l'époque, la tuberculose, ce dont Soro lui-même mourra quelques années plus tard. Quand l'école ferme,
voilà, c'est une école boursoliste, c'est ce que tu as dit, quand l'école ferme, il va ensuite trouver différents emplois, il va être précepteur du neveu de Emerson, qui vit à New York. Alors là, il a détesté l'endroit, détesté cette période, il y aura fait 6 ou 8 mois, et puis il n'aura plus qu'une hâte, c'est de revenir à Concorde. Il va faire la fac d'automne, donc là, va tout faire chez la famille Emerson. Alors, Emerson, c'est vraiment devenu l'intellectuel américain le plus connu aux États-Unis et en Europe. C'est une vraie star, il va faire des conférences en Europe. Il a une bibliothèque impressionnante. Et ils se sont évidemment beaucoup liés tous les deux, Emerson et Thoreau, parce que la belle-sœur d'Emerson vit chez les Thoreau, donc elle les a présentés l'un à l'autre. Et les deux hommes tissent des liens très très forts, même si apparemment il y aura comme dans toute relation humaine, il y aura des hauts et des bas. Et Thoreau est un petit peu amoureux de la femme d'Emerson. Et donc quand Emerson part faire une tournée en Europe, il lui donne des nouvelles et puis il lui dit mais vous pouvez prolonger votre séjour, je m'occupe de tout. Mais à un moment donné même, on n'a pas la réponse de Madame Emerson, mais je le regrette, mais à un moment donné, quand il est à New York, il s'enhardit à lui écrire une lettre un peu plus, enfin il faut quand même, c'est pas non plus, c'est pas mal long, hein, il faut imaginer quelque chose de très enflammé, mais pour un homme comme lui, quand même dans l'héritage puritain, il s'enhardit à lui écrire une lettre qui lui avoue un tout petit peu sa flamme. Alors, on n'a pas la réponse, mais on imagine qu'elle l'a remis à sa place, puisqu'il n'est jamais revenu à la charge. Et d'ailleurs, le rapport de Thoreau aux femmes est assez compliqué. La biographie que j'ai écrite, ça s'intitule Le célibataire de la nature. C'est pas une formule de moi, c'est une formule de Emerson. Quand Thoreau est mort, il a écrit un texte, et puis il a cette formule, Le célibataire de la nature. On ne connaît pas beaucoup d'aventures amoureuses de Thoreau. Il y a donc la femme de Emerson. Il y a visiblement la belle-sœur d'Emerson qui était beaucoup plus âgée que lui, mais bon, pour laquelle il est visiblement un petit faible. Il y a eu une jeune fille dont le frère était en pension et à l'école, et c'est le frère Thoreau. Alors une jeune fille avec laquelle il allait se promener en barque avec son frère aîné, donc John et David Henry allaient se balader en barque avec cette jeune fille qui s'appelait Helen Seward. Et les deux frères tombent amoureux de la même fille. Pas de rivalité, on respecte le droit de l'Est contrairement à la Bible. Donc c'est John le premier qui va faire sa demande au père de la jeune fille. Le père était un pasteur un peu rigide. Il trouvait que les frères Thoreau étaient des gens excentriques, donc il envoie être le premier. Et David Henry se dit bon, je vais peut-être essayer mon tour, et lui aussi se fait renvoyer dans les cordes. Donc ça, c'est à peu près la seule aventure, c'est l'aventure amoureuse la plus poussée de Thoreau. Et par la suite, à la fin de sa vie, quand il aura une quarantaine d'années, il va rencontrer une jeune femme qui est très marquée par son aventure de Walden, et on sent à un moment donné dans le journal, on sent que Thoreau a un petit moment d'hésitation parce qu'elle peut faire la même chose dans une ferme, etc. Et lui se dit, si j'étais plus jeune, etc. Et tout. Et finalement, il se dit, maintenant, je reste comme ça, comme je suis. La nature est ma fiancée. La nature m'a promise. Donc, le célibataire de la nature, ou on pourrait presque dire le fiancé de la nature, finalement, ça, la femme qu'il aura le plus aimée, ça aurait été la nature. Quand Thoreau vit chez Emerson, Emerson a pris la direction d'une revue qui s'appelle Dial, donc c'est dire le cadran, qui est la revue de l'organe du transcendantalisme, donc où ils réunissent un certain nombre de personnes qui gravitent autour de cette mouvance intellectuelle, et parmi lesquelles donc Margaret Fuller, qui est un personnage très très intéressant, une féministe, une femme d'un fort tempérament, très indépendant, très moderne, qui va mourir dans des conditions dramatiques parce qu'elle va mourir en revenant d'Europe après avoir couvert en tant que journaliste la révolte italienne. Elle va mourir dans un naufrage juste au bord des côtes américaines. Et donc Thoreau se retrouve embarqué, lui, comme secrétaire de cette revue dans laquelle il a publié ses premiers textes. Pour vivre aussi, il a
c'est un garçon très très ingénieux, vraiment un esprit très brillant, qui a beaucoup d'idées, et qui va trouver que la fabrique de crayons familial, c'est pas mal, mais on peut améliorer. Donc il va améliorer le mélange de graphites, ce qui va faire que les mines sont de très bonne qualité, et ensuite améliorer le futage des crayons, et toute la famille se trouve embarquée dans cette entreprise qui devient un peu florissante. Et un bel avenir est promis à David. Et au lieu de... c'est toujours la même chose, hein, toutes les expériences de sa vie sont comme ça. Au lieu de continuer, eh ben, lui il arrête parce qu'il dit je ne vois pas l'intérêt de refaire une chose que j'ai déjà faite. Donc il n'y a pas de routine, il a apporté une amélioration au crayon, l'entreprise tourne, la famille arrive à s'en sortir, il passe à autre chose. Et c'est autre chose, c'est justement vivre ce qu'il a toujours envie de faire, c'est-à-dire vivre en contact quotidien de la nature, de passer le plus de temps possible. En travaillant un petit peu, il arrive à subvenir à ses besoins, d'autant qu'il vit chez ses parents, chez des personnes, donc il n'a pas besoin il n'a pas de problème pour le gîte et le couvert. Et il va s'intéresser énormément, il va commencer à s'intéresser à la faune. Il va aider un naturaliste suisse qui s'est établi aux États-Unis, qui s'appelle Agassiz. Il va commencer à l'aider en voyant des spécimens qu'il a capturés ou pêchés lui-même pour établir la faune américaine. Et il va s'intéresser surtout à la flore. Et il va passer le reste de sa vie à constituer un immense herbier qui est aujourd'hui encore conservé à Harvard. Et il avait pour ça, c'était fabriquer un chapeau. Donc il avait son chapeau, il s'est fabriqué des espèces d'échafaudages autour de la tête, comme ça. Et donc quand il ramassait des spécimens, il se les plantait comme ça dans ce chapeau. Donc il donnait une espèce de tête d'épouvantail comme un magicien d'Oz. Et ça fascinait une jeune fille, une petite fille qui avait 9-10 ans à l'époque, qui était la fille d'un de ses amis, qui s'appelle Louisa May Alcott. Alors si ce nom ne vous dit rien, mais si je vous dis le livre qu'elle a écrit, vous allez tout de suite reconnaître, c'est l'auteur des 4 filles du Docteur March. Voilà. Et qui était fasciné par cet homme qui avait ce chapeau, etc. Comme ça, et dont elle raconte dans des souvenirs qu'il se coiffait avec une colle de main. Alors, je ne sais plus la date, je revérifie juste un truc parce que je ne suis pas sûr de l'année, c'est 1845. Alors en 1845, c'est le premier événement majeur, enfin le premier événement qu'on retient dans la biographie de Soro, celui pour lequel il est le plus connu. En 1845, il décide de s'installer au bord d'un étang, à l'étang de Walden, au sud de Concord. Alors, il faut quand même, on a bâti autour de ça la légende du Soro ermite. Lui, c'est pas du tout une vie d'ermite qu'il a voulu mener, il a voulu juste faire une expérience d'autosuffisance. Ce qui est radicalement différent, parce que, en gros, si j'ai regardé sur la carte ce matin, je ne vais pas faire mon malin, mais c'est que, en gros, c'est à peu près aussi loin que le lac d'Orient par rapport à Guinée. Donc, c'est-à-dire que c'était pas l'exil, quand même. Et il avait une demi-heure de marche à peu près pour aller du centre du village, de chez ses parents à ce lac. Il va construire cette cabane, et puis ce qu'on sait moins, c'est qu'on a l'impression que c'est une idée comme ça qui est venue. Non, en fait, il y a déjà d'autres personnes avant lui qui ont fait cette expérience, ce qui note pas l'intérêt de son expérience à lui, mais il y a d'autres personnes qui ont déjà fait cette expérience. C'est pas une idée comme ça qui lui a traversé l'esprit. Il a même partagé cette expérience avec un de ses amis un été, donc ça l'a intéressé. Il a construit cette cabane avec Emerson et quelques autres amis au bord de ce lac, le lac de Walden, qui est un lac dont l'image le hante depuis sa prime enfance, parce que c'est un de ses premiers souvenirs. Et il s'y installe. Alors, il dit que c'est un hasard, mais moi j'y crois pas du tout. Il s'y installe le 4 juillet, c'est-à-dire la date d'indépendance des États-Unis. Et chez Soro, souvent, il est attaché au symbole. Donc, même s'il affirme le contraire, moi je suis absolument persuadé que ce n'est pas un hasard. Il s'est installé là, c'est sa déclaration d'indépendance à lui. Et donc il s'installe au bord de ce lac. Il faut savoir que presque tous les soirs, ou tous les 2 soirs, en tout cas, il rentre chez sa maman pour manger. Et il avait la réputation de voler les tourtes aux pommes qui refroidissaient sur la rebord de fenêtre et de les ramener chez lui. Comme il s'était déjà fait remarquer peu de temps auparavant, il
était parti en barque avec un ami, ils pêchent, ça fait 2 heures qu'ils voguaient, donc c'était pas très loin de leur village. Ils pêchent, ils s'installent sur une crique pour faire frire les poissons, et ils ont mis le feu à je ne sais pas combien d'hectares de forêt. Donc il n'avait quand même pas très bonne presse auprès de ces villageois, donc ça venait rajouter à son caractère complètement excentrique. Et je me perçois que j'ai oublié de raconter un événement très important, c'est que juste avant, 3 ans avant d'aller à Walden, il a entrepris avec son frère, parce que je pense à ça à cause de ce livre, il a entrepris avec son frère John, au moment où ils ont dû fermer leur école, il a entrepris un voyage de 15 jours sur une barque qu'ils avaient construite eux-mêmes, en s'inspirant du modèle des barques indiennes, parce que Thoreau restait très attentif à ce que faisaient les Indiens, il en a fréquenté quelques-uns. Ils ont fabriqué donc cette barque et ils ont remonté la rivière Concorde, puis une autre rivière qui s'appelle la Merrimack, pour aller sur les montagnes blanches. Et c'est un peu le point d'orgue de ce lien très affectueux, c'est une amitié fraternelle qu'il unit à son frère John, qui va mourir peu de temps après, de façon assez atroce. Il est mort en se rasant, en quelque sorte, il s'est coupé en se rasant, et il a chopé le tétanos. Et à l'époque, on ne savait pas soigner ça, donc il a mis mort dans assez atroce souffrance, et pour Daniel David, c'est vraiment un chagrin énorme. C'est un chagrin énorme qui va le rapprocher de Emerson, qui lui va perdre un fils peu de temps après de la tuberculose. Donc c'est très important parce que ce voyage-là, un voyage initiatique, va lui inspirer l'un des 2 seuls livres qu'il a publié de son livre. Donc c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Parce qu'il va rédiger ce texte-là quand il est dans sa cabane à Walden, justement. Alors cette cabane, c'est une petite cabane, moi je ne l'ai pas encore visitée, j'espère un jour de y aller. Morgan, lui, s'est baigné dans le lac de Walden et a visité la cabane en question. Donc c'est une cabane en rondin, avec un confort très sommaire, une cheminée, un lit, une chaise, une table et puis 2 chaises, ou 3 chaises, je me souviens plus. Il a construit son champ de haricots à côté, il a la crique de Walden où il va se baigner tous les jours, plusieurs fois par jour, et là, il vit complètement libre, c'est-à-dire que de temps à autre, pour gagner un peu d'argent, il va faire des travaux de reportage. Et puis le reste du temps, il pêche, il chasse un petit peu, mais pas beaucoup, et il va se promener, et il consacre énormément de temps à l'écriture. Il tient un journal depuis déjà maintenant, depuis ses 20 ans, il tient un journal, le fameux journal. Et c'est pas du tout une vie solitaire, parce que il y a beaucoup d'amis qui viennent me voir, il y en a qui viennent séjourner chez lui. Plus son expérience dure, plus il devient connu, donc il y a des gens qui viennent voir, c'est excentrique. Il s'aperçoit même que les commères du village viennent en son absence regarder dans sa maison parce qu'elle n'est pas fermée à clé. Et puis lui-même va partir 15 jours en excursion dans les forêts humaines, faire une ascension d'une montagne. Donc c'est pas du tout cette image de l'ermite dans sa cabane. Et il y a même des réunions de l'association anti-esclavagiste qui se tiennent chez lui, puisque Emerson et la mère de Thoreau et ses sœurs sont très impliqués dans le combat abolitionnisme, et Thoreau va devenir lui-même très impliqué. Il va abriter dans sa cabane des esclaves en fuite. Il faut savoir que c'était à l'époque ce qu'on appelle le chemin de fer souterrain, donc c'était ce qui permettait aux esclaves en fuite et recherchés de pouvoir passer des États-Unis au Canada. Il y avait tout un réseau comme ça qui se mettait en place. Les gens qui y étaient prenaient d'énormes risques. Ça se traduisait par des peines de prison très lourdes aussi. Si vous allez en Thoreau, alors ça c'est curieux, je pense que c'est quelque chose qu'on ne met jamais à sa gloire, mais Thoreau a été quelqu'un très actif dans ce domaine-là. On s'en est jamais vanté, on n'en a jamais tiré de gloire. Mais là encore, c'est ce que je disais au début, c'est l'extrême cohérence entre ce qu'il professe et ce qu'il vit. Ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un, il y a une phrase où il dit il y a 100 professeurs de vertu pour un homme vertueux. Voilà. Donc lui, il est pas forcément dans la catégorie des hommes vertueux, mais en tout cas dans la catégorie de ceux qui, dans les paroles, viennent simplement en appui de la conduite. L'expérience de Walden va durer 2 ans, 2 mois, 2 jours, et elle est marquée au milieu par l'autre événement capital dans la vie de Thoreau, mais capital a posteriori, parce que lui-même ne va pas, c'est pas quelque chose qui va l'obséder, l'occuper toute sa vie. Il va être interné pendant une nuit en prison.
Ce qui se passe, c'est qu'en gros, un an après être arrivé dans sa cabane, il descend au village pour faire ressemeler ses chaussures, et il y a une taxe, qu'on appelle la taxe de capitation, qu'il refuse de payer. Elle est de 1 $. Il refuse de la payer, le gendarme municipal lui dit, ils se connaissent, hein, David Henry fait des travaux d'arpentage pour lui, ils vont rester liés de toute façon toute leur vie, il n'y a pas de... Il dit, vous n'avez pas payé votre taxe. Il dit, non mais j'ai pas envie de la payer. Il dit, mais si vous êtes gêné, je peux vous avancer l'argent. Il dit, non mais je ne peux pas la payer. Alors il dit, mais je suis obligé de vous mettre en prison. Donc il l'amène en prison, alors la prison, quand il arrive, il faut imaginer ça, les détenus sont dehors sur la prison en train de fumer, de discuter, etc. Ils vont dans la cellule la nuit uniquement. Et là encore, pourquoi il fait ça, Soro? D'abord, c'est pas le premier à avoir fait ça, il y a 2 de ses amis qui l'ont fait, qui ont été eux aussi arrêtés et qui ont passé une nuit en prison. Il fait ça pour 2 raisons. D'abord, parce que, il fait ça pour une raison principale. Il refuse de soutenir un gouvernement, le gouvernement américain. Il refuse de le soutenir pour 2 raisons. D'abord, parce que le gouvernement américain est en train de mener une guerre contre le Mexique qu'il juge complètement unique. Cette guerre contre le Mexique, c'est ce qui va permettre aux États-Unis de récupérer des territoires comme le Texas, c'est-à-dire que quand le Mexique va perdre la guerre, le Mexique va perdre la moitié de son territoire. Donc, il est contre ça, et c'est un gouvernement esclavagiste. Et lui, il refuse de payer cette taxe-là. Les taxes locales, il les paye parce qu'il veut être un bon voisin, mais les taxes nationales, cette taxe-là en tout cas, qui donne le droit de vote, de facto, il refuse de la payer. C'est ainsi un geste de refus et de rébellion. Quand il est mis en prison, alors ça, c'est une légende, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Emerson vient tout de suite le voir et lui dit, mais Henry David, qu'est-ce que vous faites dedans, là, dans la prison? Et Soro lui répond, et vous, qu'est-ce que vous faites dedans? Donc, l'histoire de temps à l'autre, de remettre en place la différence entre théoricien et praticien. Quoi. Et puis, évidemment, la famille de Soro est alertée, la tante de Soro va cacher sous un fichu, va payer la fameuse taxe aux gendarmes, et Soro passe juste une nuit en prison, donc il se trouve très agréable, ça lui permet il discute, il fait des inscriptions au mur, il discute avec son co-détenu, il découvre des bruits de la nuit de la ville qu'il ignorait, et puis le lendemain, il est libéré, contre son gré. Le gendarme, à la fin de sa vie, dira c'est quand même le seul détenu qui a refusé de sortir de prison, j'ai été obligé de mettre dehors. Et du coup, contraint et forcé, ce qu'il fait, c'est qu'il termine sa course, c'est-à-dire qu'il va faire réparer sa chaussure, et puis ensuite il va la cueillir aux myrtilles avec le reste du village. Et à partir de là, il va en tirer un texte qu'on apprête aujourd'hui désobéissance civile, mais ce n'est pas son titre. Hein. Le titre original, c'est Résistance au gouvernement civil. C'est pas tout à fait la même chose. Et ce texte-là, c'est le texte le plus, avec Walden, c'est le texte le plus connu de Soro, c'est le texte justement dont se réclamaient Martin Luther King et Gandhi dans leur action. Parce que c'est un texte, alors à tort jugé anarchiste, c'est plutôt un texte libertaire. Et je vous explique en 2 mots la différence, c'est que Soro, c'est pas un anarchiste, contrairement à la récupération qu'on peut en faire, parce qu'il n'a pas le projet d'une société autre, collective. C'est un individualiste, Soro. C'est-à-dire que lui, ce qu'il propose, c'est une libération personnelle. Donc il n'est pas du tout pour repenser une autre forme de vivre ensemble, une autre forme de gouvernance ou une autre forme de gouvernement. Lui, ce n'est pas du tout son optique. Il y a à l'époque beaucoup d'expériences communautaires qui se font, fondées sur les théories de Fourier, et ces expériences-là, auxquelles participent des amis à lui, il n'y prend pas part. De temps à autre, il y va pour réaliser des travaux d'arpentage, qui lui permet de voir un peu comment ça se passe, mais il n'y participe pas, ça ne l'intéresse pas. Lui, son expérience, c'est Walden, ce ne sera pas les communautés. Pour la même raison, il n'est pas un anarchiste parce qu'il n'a pas participé à ces communautés, c'est un libertaire parce que son expérience, c'était son expérience personnelle, individualiste, celle de Walden. Au bout de 2 ans, 2 mois et 2 jours, ça va? Ça va? Alors, au bout de 2 ans, 2 mois, 2 jours, par la même raison qu'il est allé vivre dans les bois, il décide d'arrêter de vivre dans les bois. Et il décrit que voilà, il a fait le tour de l'expérience, on peut passer à autre chose.
Donc sa cabane sera démontée, les planches seront revendues les unes aux autres. Et lui-même, d'ailleurs, cette cabane, il l'a construite avec des planches qu'il avait achetées à une famille d'ouvriers irlandais qui travaillaient sur le de chemin de fer. Voilà, ce cycle continue. Et c'est très important, ce genre de petits détails, parce que Soro ne les amplifie pas, il ne crée pas sa propre mythologie. Pour lui, c'est une expérience parmi d'autres dans son parcours. C'est la postérité qui va amplifier ce phénomène-là. Ce n'est pas la responsabilité propre de Soro. Et il retourne vivre chez ses parents. Comme maintenant il s'est construit une maison avec son père, il construit une nouvelle maison dans laquelle il va vivre le reste de ses jours, au grenier, tout le grenier lui est dévolu. Là, il a sa bibliothèque, ses manuscrits, son journal, toutes ses collections de pierres, de portes de flèches, de nids, son herbier, etc. C'est son antre. Et c'est quand même un personnage qui paraît un peu suspect à cette société, quand même, parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas, très peu, excentrique, mais pour vivre malgré tout, cette fois-ci, il va le faire de façon un peu plus organisée, il va vivre comme arpenteur. Et c'est pour lui, c'est le métier idéal, parce que c'est un métier qui lui permet de combiner son amour des sciences avec sa passion pour la marche. Donc, c'est devenu un très bon arpenteur qui va être très très demandé dans son village et puis dans les environs. Et lui, pour lui, c'est un exercice en plein air, c'est vraiment la profession idéale. De ces expériences, une autre façon de gagner sa vie, ça va être ce qui se fait beaucoup aussi à partir de ces années-là, ça va être de donner des conférences. Donc il va donner des conférences à la fois dans son village, il y a une salle comme celle-ci qui est créée, le lycéum ça s'appelle, et puis dans les villages alentours, il va quand même donner, je ne sais pas, presque 70 ou 80 conférences autour de sa vie sur un certain nombre de thématiques. Alors, certaines de ces conférences sont justement ici, je vous en parlerai dans 2 minutes. Et puis, il va aussi publier coup sur coup, à l'espace de quelques années, les 2 seuls livres qui vont paraître de son vivant, qui sont 7 jours sur le fleuve et puis Walden. Qu'est-ce que c'est que 7 jours sur le fleuve et Walden? 7 jours sur le fleuve, c'est le récit de son voyage avec son frère, ces 15 jours-là. Mais là encore, c'est retravaillé, on n'est pas sur un récit, tel jour on a fait ceci ou cela, il est parti à peu près 2 semaines, je crois que c'est 15 jours ou 16 jours, et ces 2 semaines, il les a ramenées à une semaine symbolique. Donc c'est un voyage en 7 jours, comme une genèse. Et chaque jour, il décrit une partie du paysage qu'il traverse. C'est un livre que je trouve extraordinaire, il décrit les paysages qu'il traverse, et puis chaque journée va être, au bout d'un moment, il se laisse emporter par le mouvement du fleuve, et chaque journée, son esprit va se laisser entraîner vers une thématique, et ça peut être ou bien les philosophies orientales, une journée sur l'amitié, le mercredi c'est une journée consacrée à l'amitié, c'est parmi les plus belles pages que j'ai lues sur l'amitié. Et cette amitié, c'est autant celle qui le lie à Emerson que celle qui le lie à son frère. Donc, et c'est aussi un voyage de chagrin, enfin c'est aussi un livre où on sent derrière qu'il y a cette grande absence du frère, c'est un livre consacré à son frère, et c'est un livre de deuil, mais c'est aussi un voyage initiatique. Donc ça c'est vraiment un texte magnifique qui a été un flop monumental. Il en a vendu moins de 500 exemplaires, d'ailleurs au bout d'un moment, l'éditeur lui demande de récupérer ses ouvrages, donc il a récupéré 800 ouvrages, et il dit chez moi une bibliothèque de 1500 ouvrages, dont la moitié sont de moi. Parce qu'il a quand même beaucoup d'humour aussi. Et puis le deuxième livre le plus connu de lui, c'est Walden. Walden, c'est son expérience d'autosuffisance. Walden, au départ, c'est une conférence qu'il donnait à ses concitoyens, parce qu'il a aussi quand même ce côté provocateur, mais il a aussi ce côté, vous voyez ce que je fais, vous pouvez faire la même chose, quoi. Donc il n'est pas dans le prosélytisme actif, mais il leur dit, réveillez-vous, vous voyez bien qu'on peut changer notre façon d'être tous, chacun individuellement. Et cette conférence s'appelait La vigueur des bois. Il l'a développée, il l'a structurée. Alors cette fois-ci, on n'est pas dans quelque chose de calendaire, on est quelque chose par thématique. Donc, il y a une partie, toute la première partie est consacrée à l'économie, donc comment vivre en autosuffisance. Il a expliqué que chaque année il récoltait tant de boisseaux de haricots, tant de boisseaux de pommes de terre, etc.
Après, il y a une conférence consacrée aux visiteurs, aux personnages un peu excentriques qui venaient le voir. Il y a aussi les visiteurs des bois, c'est-à-dire les animaux qui venaient le voir. Il y a quelque chose qui est consacré à la lecture. Donc. Et là encore, toujours chez Soro, cette idée-là du symbole, c'est que les 2 années de mois de jour sont réduites à une année symbolique. Donc, il fait la synthèse de ces 2 années-là. Et ces 2 ouvrages, alors Walden, c'est un ouvrage qui va un peu plus marcher et un peu plus le faire remarquer. C'est surtout celui qui va le faire entrer directement dans la postérité. Pour vous donner. Alors, bon, enfin, 7 jours sur le fleuve, ce qui est pour moi un mystère, c'est que ce livre-là, alors qu'on a traduit tous les autres textes de Soro, comme ça, 7 jours sur le fleuve est sorti il y a 4 ans, ça n'avait jamais été traduit. Jamais. Parce que pour moi, ça reste un mystère. Je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on a traduit, y compris des textes et des livres posthumes. Mais celui-là, on n'a jamais traduit. Et Walden, donc, je crois que c'est là qu'il dit, il faut cesser d'avoir de la vie d'ailleurs. C'est un livre extrêmement dense, extrêmement riche, qui résume vraiment, qui contient vraiment toute la pensée de Soro, toute sa philosophie, qui est une philosophie, non pas, c'est pas un philosophe pour philosophe, Soro, c'est vraiment un philosophe d'action, un philosophe de vie qui reste accessible avec une très très grande culture derrière, mais aussi une très grande expérience concrète. Donc il y a ce mélange permanent qu'on retrouve dans son journal entre le concret, le brut, l'observé, et puis le senti, le vécu, l'intellectualisé. Parmi les autres conférences qu'il va donner, il y en a 2 autres qui sont, à mon sens, vraiment, qui sont ici, qui sont vraiment très intéressantes. Il y en a une qui s'appelle La vie sans principe, qui est vraiment là, un peu le bréviaire de toute la pensée de Soro, c'est-à-dire le titre de tout, c'est cet affranchissement de tous les codes, cette libération permanente. Et c'est pas simplement, quand je dis individualiste, il ne faut pas entendre ça comme quelque chose de péjoratif ou d'égoïste, etc. Il y a une phrase de Soro, moi j'aime beaucoup, il dit l'État, la société que vous voulez, ne dépend pas du bulletin de vote que vous mettez dans l'urne aux États-Unis tous les 4 ans, donc, mais de la personne que vous décidez d'être chaque matin. Je trouve ça vraiment très, très. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle énormément parce qu'il fait appel à la responsabilité individuelle et personnelle. Et je trouve que c'est vraiment la grande richesse de Soro, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui botte en touche. Ce n'est pas quelqu'un qui reporte sur autrui ou sur un gouvernement ou sur la société qui reporte ses propres frustrations. Il dit voilà, on peut quand même agir en réduisant ses besoins. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est vraiment dans l'air du temps, c'est pour ça qu'on voit que c'est un auteur qui est quand même beaucoup diffusé, beaucoup lu, parce qu'il est justement dans ce qu'on appelle, aujourd'hui on rangerait dans la décroissance. Voilà, ces thématiques-là, dans les expériences qui sont aujourd'hui conduites, médiatisées par Pierre Rabhi, c'est genre de choses. Mais lui, je ne peux pas faire parler des morts, les temps sont différents. Je ne suis pas certain que ce soit qu'il aurait participé de la même façon. Pour lui, c'était quand même, à la base, c'était vraiment montrer que c'était possible. Mais son prosélytisme n'allait pas au-delà. Il n'allait pas sermonner ensuite. Il montrait concrètement par sa vie que cette vie-là était possible et que c'était quelqu'un quand même excessivement heureux de cette façon de vivre. Contrairement à beaucoup de ses concitoyens, dont la résistance finalement était beaucoup plus contraignante. La deuxième conférence s'appelle De la marche. Et Soro, on peut le situer le mettre en parallèle avec Rousseau pour cette thématique-là, en plus de celle de l'éducation quand il était professeur. La marche chez Soro, c'est autant une discipline physique qu'une discipline intellectuelle. C'est ce rapport poreux et panthéiste avec la nature. La marche, c'est un assainissement, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'oriental dans l'approche que Soro a de la marche, et de contemplatif. Donc, on n'est pas dans le sport, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le record, on est dans une espèce d'absorption du monde qui nous entoure. Et ce texte-là, la marche, c'est vraiment presque un sacerdoce. Il dit si vous êtes prêts à abandonner père et fils, si vous êtes prêts à abandonner votre travail, votre maison, etc., si vous êtes prêts à renoncer à votre recherche, votre livre et tout ça, alors vous êtes prêts à marcher. Donc voilà, vraiment quelque chose de. Il y a toujours un peu ce côté d'outrance chez Soro, mais
pas seulement, on est vraiment, il y a un absolu, quoi. C'est vraiment un des textes les plus forts qui soient sur la marche à pied. Je vous recommande à plus d'un titre. La dernière partie de la vie de Soro est un peu moins, enfin un peu plus paradoxale, et puis il va se terminer un peu, tout le monde va se terminer par la mort, mais un peu plus dramatique, parce que il va perdre des forces parce qu'il va être atteint par la tuberculose. Mais il y a un événement marquant, un dernier événement marquant qui est moins connu, mais qui fait tout le côté un peu contradictoire de Soro, c'est que, je vous ai dit, Martin Luther King et Gandhi s'en sont réclamés, c'est-à-dire donc des apôtres de la non-violence, et il y a un cas où Soro va justifier de façon catégorique et absolue la violence. Il y a un abolitionniste blanc, qui s'appelle John Brown, qui avec je ne sais plus combien de ses fils, enfin un certain nombre de ses fils, des amis à lui abolitionnistes, et puis des anciens esclaves, des esclaves qu'il a affranchis contre leur maître, va prendre d'assaut un arsenal militaire à Harper's Ferry, et va prendre en otage l'arrière-petit-neveu ou le petit-neveu de George Washington, le premier président de l'indépendance. Il prend cet arsenal d'assaut parce que c'est un fait d'armes de la lutte abolitionniste. On est au bal où Soro va mourir quand se déclenche en gros la guerre de sécession. Et donc, il va être. Il va tuer John Brown, il a déjà tué quelques propriétaires d'esclaves de façon brutale. Il faut imaginer la violence du combat, parce que l'équilibre entre les États abolitionnistes et les États esclavagistes est toujours précaire, et chaque fois qu'il y a un nouvel État qui rentre dans l'Union américaine, ça crée un déséquilibre. Donc les taux de dissension sont très très fortes. Les États-Unis, qui sont vraiment une très jeune nation, moins de 100 ans d'existence, et au bord de l'implosion. John Brown, par exemple, avec son équipe, va la nuit dans les propriétés des maîtres esclavagistes, sort les propriétaires esclavagistes de chez eux, et il les abat comme ça, sans autre forme de jugement. Donc, John Brown prend d'assaut cet arsenal militaire. Évidemment, l'armée réagit, il y a un violent combat, il perd des fils, beaucoup d'hommes sont dans la bataille, et lui-même est blessé. C'est un type qui a quand même, je crois qu'il doit avoir 500 ans à l'époque, donc c'est quelqu'un qui est à l'époque, c'est un âge assez avancé. Et il est jugé de façon assez rapide, alors qu'il est assez grièvement blessé, jugé et condamné à la mort des hommes. Et intervient Victor Hugo de son exil à Guernsey pour plaider la clémence. La clémence. Et c'est Lincoln qui vient d'être élu président, et Emerson va aller voir Lincoln pour demander la clémence aussi. Et Lincoln n'accordera pas la grâce, et John Brown sera pendu. Pour la petite histoire, il y a deux personnes qui assistent à la pendaison, il y a Walt Whitman, donc le poète américain, et puis un acteur shakespearien, je n'ai plus son nom en tête, mais cet acteur shakespearien, un petit acteur shakespearien qui assiste à l'exécution, et ce petit acteur shakespearien, ce sera celui qui va tuer Lincoln quelques années plus tard. Et Soro, lui, prend fait et cause pour John Brown. Il fait sonner les cloches de la maison l'équivalent de cette salle à Concorde, contre ses concitoyens. Il prononce des discours dans lesquels il justifie les actions de John Brown, la violence, il dit par moments il faut y aller jusqu'au bout, etc. Donc c'est vraiment un discours auquel on n'est pas du tout, auquel on ne s'attend pas du tout de la part de Soro, qui correspond aussi à un engagement de toute une vie, parce que, comme je vous l'ai dit, il a été très actif dans le combat abolitionniste, et que ce combat-là va devenir le seul véritable combat politique qu'il va mener jusqu'au bout. Et il a rencontré John Brown en plus, ils se sont rencontrés un peu avant que John Brown passe à la cour. Et après ça, et donc, ce combat perdu va à la fois durcir Soro pour un certain nombre de choses, va aussi créer une forme de désillusion. Et c'est vraiment pas quelque chose qui fait tâche, parce qu'il ne s'agit pas de juger ou pas, mais c'est quelque chose qui surprend. Et moi, ça me surprend de voir que finalement, le texte sur la désobéissance civile, qui est un texte beaucoup plus théorique, qu'on peut mettre en parallèle avec le texte de la Boétie, qui est sur
La servitude volontaire, ben, voilà. C'est-à-dire que c'est un très parallèle, je ne sais pas si vous avez lu la servitude volontaire de la Boétie, c'est un texte, enfin, on devrait faire lire ça aux élèves à l'école tous les ans, voilà, parce que c'est un texte extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit la Boétie? Il ne dit pas prenez des arbres et votez-vous. Il suffit juste que vous refusiez à l'époque c'était un roi, il suffit juste que vous refusiez à ce roi d'avoir une autorité sur vous pour qu'il n'en ait plus. Et c'est le principe de la servitude volontaire. Cette servitude volontaire, c'est qu'on accepte individuellement et collectivement d'être asservi par telle instance. Ça peut être des instances politiques, ça peut être des instances commerciales, ça peut être des instances financières, etc. Typiquement, si on prend, je ne vais pas faire de militantisme du tout, hein, c'est pas mon propos, mais si on prend les agences de notation aujourd'hui, les agences de notation qui font la pluie et le beau temps, c'est les mêmes agences de notation qui n'ont pas été capables de prédire la plus grosse crise depuis 1929, pour ce métier quand même à la base, hein, et qui aujourd'hui dégradent arbitrairement des sociétés, des pays de façon complètement opaque, et c'est ce qui dicte la loi du marché, c'est ce qui dicte après la gouvernance des États. Et il suffirait que les États comme les marchés disent on n'en a rien à foutre de ce que vous dites. En fait, vous mettez vos A ou B et tout ce qu'on a, on ne vous obéit pas. C'est ça la servitude volontaire. Ils ont créé une autorité contre laquelle personne ne se rebelle. Et en réalité, tout le monde se soumet et ça a une influence sur nos vies personnelles, puisque c'est ce qui fait que sont décrétés des régimes de restriction, etc. C'est ça la servitude volontaire. Je vous invite vraiment, c'est un petit texte très court, le texte de la Boétie, de Montaigne, et c'est vraiment un texte magnifique. Eh bien, il y a ce paradoxe-là, moi, que je n'ai pas réussi à résoudre, et puis de toute façon, Soro n'est pas tout le monde, il a ses qualités et ses défauts. Il y a ce paradoxe-là entre cette violence qui, là pour le coup, me choque, me heurte un petit peu, même si je peux comprendre que parfois un combat, on voit la violence de ce que sera la guerre de sécession. Je ne sais pas si. Je n'arrive pas à très bien faire le parallèle et la jonction entre la désobéissance, le texte sur la désobéissance civile, qui est un texte libérateur, et les textes sur John Brown, qui sont par ailleurs, malgré tout, très bien écrits, très bien argumentés, mais il y a quand même pour moi une espèce de hiatus. C'est la seule, dans le parcours de Soro, c'est pas la seule fausse note, c'est la seule fausse note dans laquelle je trouve un petit peu en porte-à-faux. Alors la fin de la vie de Soro, donc à part ça, je vous le dis, n'a pas une vie excessivement extérieurement passionnante, mais il a une vie intérieure, et puis dans ses rencontres et dans ses amitiés et ses lectures et son écriture extrêmement passionnante. Comme je vous l'ai dit, il n'a fait qu'un seul voyage à l'étranger, au Québec. Et c'est assez drôle parce qu'il y a toujours cet esprit de contradiction chez lui. Hein. Emerson dira à la fin de sa vie, c'était un protestataire né, et un protestant né, mais dans le fait de protester. Il dit, après, quand on lui posait des questions, il disait d'abord non, puis après il commençait à réfléchir, et puis dire, voilà. Donc il y a toujours qui disent non. Et alors, quand il vivait aux États-Unis, quand il était aux États-Unis, il était très fier de ses origines françaises. Donc, il a réclamé, il les revendiqué, tout ça, il les affirmait haut et fort. Mais quand il est allé au Québec, là il a rencontré, le Québec c'est français, hein, c'est la tradition française, là lui, par esprit de contradiction, il se présentait comme un Yankee. C'est vraiment, il y a toujours ce côté, toujours qui taquine un petit peu. Soro va mourir donc, en 1862, alors qu'il n'a même pas 45 ans, il meurt le 6 mai 1862. Il meurt il suite donc il a ce mal familial de l'époque, et en fait en décembre précédent, il s'est, alors qu'il est déjà très faible, hein, il est très fatigué, la maladie commence à gagner du terrain, il s'allonge sur l'herbe pour observer les arcs de croissance, les arceaux de croissance sur une souche, et l'herbe est humide, donc ça va accélérer la maladie et développer une pneumonie. Il va mourir donc en refusant tout soin, en refusant des opiacés, des médicaments qui pourraient calmer sa douleur, parce que même là, il veut tout lire absolument. Quoi. Et puis, on lui a demandé, alors il y a deux, ça fait partie du personnage, de la légende du personnage, mais ce sont des choses vraies. Hein. On lui dit, est-ce que vous allez vous réconcilier, quelqu'un lui dit, est-ce que vous allez vous réconcilier avec Dieu? Il dit, non, c'est jamais fâché. Voilà. Et puis après, on lui dit, voilà, vraiment à la toute fin de sa vie, on lui demande, mais comment vous pensez, comment vous voyez l'au-delà, etc. Cette phrase que je géniale, une vie à la fois. Donc, je trouve ça vraiment marrant. Et parce que c'est un personnage très attachant, en fait. Ce que j'ai découvert en travaillant sur lui, c'est pas du tout ce bourru-là, c'était un type
très attachante, très liée aux gens qu'il aimait, qui adorait les enfants. Les enfants de Emerson l'adoraient, il appelait tonton Henri, parce qu'il faisait des tours de magie, il jouait avec eux, il leur racontait des histoires. Et quand il est malade, on descend dans la chambre du bas et tout, et il voit tous les jours passer les enfants de l'école qui ne viennent plus le voir, justement, parce qu'il est malade. Et ça le rend malheureux. Donc il dit ça à une de ses sœurs, et donc les enfants en fait ne faisaient pas le devoir, donc on dit aux enfants vous pouvez venir, et donc les enfants viennent voir, et c'est dans cette atmosphère très aimante, très entourée de tous ses proches qui viennent le voir les uns après les autres, qui diront au revoir et tout ça, qui s'éteint paisiblement le 6 mai 1862, donc à 45 ans. Il est porté en terre dans le cimetière voisin. Il laisse donc une quarantaine de cahiers de son journal, un tas de conférences, certains textes qu'il a eu le temps de les corriger juste avant de mourir. Il laisse aussi un certain nombre d'ouvrages plus ou moins établis, mais qui n'a pas eu le temps de finir. Et dès 1864, 2 ans après sa mort, c'est ma fille, 2 ans après sa mort, son entourage va commencer à publier ses différents ouvrages, ses différents textes, et son journal va être publié 40 ans après sa mort, et c'est comme ça que va naître la légende de Seurat. Et puis parce que d'autres auteurs à l'époque vont commencer à s'en réclamer. Il y a un écrivain qui s'appelle John Burroughs. Il n'y a pas beaucoup de choses de traduites de lui en français, mais c'est vraiment un écrivain magnifique qui vraiment se présente comme un disciple de Seurat, mais 20 ans après, c'est vraiment une génération après, c'est aussi la période où on va commencer à créer, où on va commencer à créer les parcs naturels américains. Parce que il y a, dès ces années-là, donc on est quand même en 1862, je répète, on est dans cette conscience de l'impact de l'homme sur la nature. Et à l'époque, l'arrivée vers l'or, c'est dans les années 1850. Le Grand Ouest américain, c'est encore une espèce de grand, c'est le wild, c'est la grande nature sauvage. Mais malgré tout, il y a déjà, chez un certain nombre de penseurs, cette réflexion sur le rapport de l'homme à la nature, parce qu'on est aussi en pleine révolution industrielle. C'est dans les années 1850 qu'apparaît le mot technologie, qui est inventé à cette période-là. Donc on est vraiment dans cette réflexion-là. Les premiers parcs naturels vont être créés très peu de temps après la mort de Seurat. Cette conscience écologique, on en fait un père fondateur parce que justement, lui, il a vécu toute sa vie en rapport direct avec la nature. Et Walden, justement, c'est ça, c'est ce récit du rapport direct avec l'écologie. Il faut savoir que écologie, éco, le préfixe éco, ça veut dire la maison, quoi. C'est de chez nous. Donc je pense qu'on ne le répète pas assez quand on parle d'écologie. On ne répète pas assez l'origine du mot. Je trouve toujours très important de rappeler l'origine du mot, et cette idée que Ukos, c'est notre maison, quoi. C'est ça l'origine du mot. Et je terminerai en vous citant, pour dire que je vous cite juste une phrase, parce que ce que je vous ai dit, ce que j'aime chez Seurat, c'est sa très grande cohérence, et puis le fait qu'il est jusqu'au bout, sans rien céder jusque dans sa mort, comme je vous l'ai dit, donc tout voulu vivre intensément. Et il y a cette phrase de lui que je trouve magnifique, qui dit j'ai appris ceci au moins, de par mon expérience, si quelqu'un avance avec confiance dans la direction de ses rêves et essaie de vivre la vie qu'il a imaginée, il trouvera des succès inattendus en des moments ordinaires. Voilà. Je vous remercie.